Franchement, je pense que c'est l'une des pires journées de ma vie. Et en face de toi, tu reçois 30 personnes tous les quarts d'heure. Tu leur donnes leur petit papier, tu leur dis qu'ils sont virés et qu'ils sont au chômage, quoi. Moi, à la fin, pour sauver la boîte, j'ai emprunté de l'argent à ma famille. J'ai emprunté 100 000 euros. Le jeu, il en vaut pas la chandelle, quoi. Hugo Benz, c'est un multi-entrepreneur. C'est quelqu'un qui est connu pour avoir fondé plus de 6 entreprises qui font toutes plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, quand je me présente comme un entrepreneur qui a monté plusieurs boîtes, mais dont 6 qui ont fait plus d'1 million d'euros dès la première année, quoi. Il a également créé un startup studio qui s'appelle La Chapelle et qui se situe à Bordeaux. Cependant, ce succès ne s'est pas réalisé en un jour. En effet, la première boîte d'Hugo a été une faillite. Moi, j'ai quand même l'étiquette auprès des banques, auprès de certains organismes, d'un mec qui a liquidé une boîte. Mais cette faillite lui a servi de leçon. C'est avec ça que Hugo a compris qu'il préférait posséder 10 boîtes qui faisaient chacune 1 million d'euros plutôt que de posséder une boîte qui en faisait 10. En 10 ans, je veux qu'on monte 30 boîtes avec La Chapelle. Dans cette vidéo, Hugo va vous partager son retour d'expérience pour que vous puissiez à votre tour monter plusieurs entreprises. Soit t'es un commercial de merde, soit ton offre elle est à chier, et du coup il faut changer, quoi. Il va vous donner des méthodes concrètes et applicables. Comme toujours, vous aurez un résumé écrit et détaillé de cette interview disponible sur notre site internet espritrentrepreneur.fr. Hugo Benz, c'est maintenant et c'est sur Esprit Entrepreneur. Moi, du coup, ma vie entrepreneuriale a commencé en 2010, du coup, pendant les études. Et si je devais séparer tout ça, je pense qu'il y a grosso modo 3 grandes étapes. Il y a une première étape qui est plutôt une étape d'intrapreneuriat, en fait, où j'étais salarié d'un groupe, du coup, le groupe Image Corp. Pour la petite histoire, le groupe Image Corp, du coup, il a été fondé par Christophe Charles. Christophe Charles, à Bordeaux, est très connu. C'est l'un des 3 cofondateurs de Cdiscount.com. Donc pareil, même si aujourd'hui on a un écosystème qui est assez dense à Bordeaux, il faut savoir qu'en 2010, à part Cdiscount, il n'y avait pas grand chose à Bordeaux, il faut le dire. Donc tomber dans le groupe, enfin du coup la nouvelle aventure de Christophe Charles qui venait juste de revendre ses parts de Cdiscount, pour moi qui avait 22 ans à l'époque, c'était une putain d'opportunité. Poste de stagiaire, couteau suisse, enfin stage de fin d'études, couteau suisse, etc. C'est classique. C'est très vite transformé en intrapreneuriat et je suis resté 5 ans dans le groupe. Et en fait, mon boulot, c'était de monter ou de cofonder des boîtes dans la boîte. Pour redonner un peu de contexte, c'était un groupe du coup qui était spécialisé dans l'impression en tout support, sur tout support, notamment le textile. Donc c'est comme ça que j'ai mis mon premier pied dans l'entrepreneuriat et dans ce domaine du textile personnalisé qui est en fait du coup très vite devenu mon expertise. Et pour rentrer un poil plus dans le détail, les 3 boîtes qui ont été montées dans le groupe, c'était du coup School Touch, que j'avais cofondé avec Thibault Lavielle qui est toujours entrepreneur et qui est aujourd'hui à la tête d'une usine qui fait, je sais pas, je crois qu'ils font 10 millions d'euros, etc. Donc, et en fait, il s'est avéré qu'on a été plutôt bon là-dedans, puisque première année de School Touch, on fait, je crois qu'on fait presque 600 000 euros de chiffre d'affaires. L'autre jour, je parlais avec Thibault, il me disait mais non, tu dis à tout le monde que c'est 500 000. On a fait plus de 600 000 la première année. Tu vois, j'ai plus vraiment en tête le chiffre, mais et même si on s'est rendu compte qu'on était plutôt bon là-dedans, on était également du coup très poussé par Christophe Charles qui était devenu notre mentor, qui était du coup très sales oriented, très croissance, part de marché. Tout le reste pour lui c'est bien, mais c'est pas la priorité. Et donc en fait, il m'a appris en fait à aller à l'essentiel et que quand tu montes une boîte, le plus important c'est tu crées une offre, tu vas te confronter au marché et après tu crées ton équipe. Et en fait du coup ces 3 piliers là, ça a été toujours en fait la même méthode qui a fait qu'aujourd'hui j'ai dû monter une vingtaine de projets dans ma vie et c'est pas fini, quoi. Est-ce que tu penses que cette astuce-là, du coup, où tu disais, tu crées ton offre, tu la confrontes au marché et après derrière tu mets l'équipe, ces 3 choses-là, est-ce que pour toi aujourd'hui encore c'est quelque chose qui est valable? C'est vraiment la méthode du coup qui permet, on va dire, d'aller vite et en général des fois dans le bon sens? Mais plus qu'une méthode, c'est la méthode. En fait, c'est qu'aujourd'hui, avec maintenant l'expérience et la maturité, maintenant je l'ai mis par écrit, je l'ai réfléchi, je l'ai frameworké et maintenant j'adapte cette méthode à mon organisation et à mes actions. Avant, on le faisait un peu à l'instinct, tu vois, en fait, on le faisait un peu sans le vouloir. Parce qu'en fait, comme on n'avait pas le droit d'aller dans les fioritures, on allait à l'essentiel et en fait, c'est du bon sens paysan en fait. C'est le bon sens, c'est de créer une offre et d'aller la vendre en fait, tout simplement. Et avec les premiers bénéfices que tu fais, tu crées une équipe qui te permet de grossir et c'est comme ça que tu passes très vite de la feuille blanche à l'amorçage, à l'attraction, à l'accélération.
Et du coup, après, pour aller bien plus tard sur la partie scaling, quoi. Juste pour dire un petit peu aujourd'hui, toi, ce que tu es au niveau de ton parcours. Donc, tu as eu cette expérience en intrapreneur au sein de l'entreprise que tu citais avec le fondateur de Cdiscount. Et après ça, tu as décidé à un moment de te lancer avec ton entreprise à toi. Qu'est-ce que c'était ? On est en 2014, donc du coup moi à ce moment-là j'ai déjà créé et cofondé 3 boîtes dans la boîte. Je suis devenu directeur commercial du groupe qui du coup à l'époque avait 70 salariés. Du coup je venais d'acheter ma baraque, ma femme était enceinte. Franchement c'était le pire moment pour entreprendre. Et c'est là que j'ai vu que j'étais un véritable entrepreneur parce que pour moi un entrepreneur en fait il se caractérise par 2 facettes. C'est son rapport au risque et à la liberté qui est différent des autres. La première boîte, du coup, c'était de dire, moi, j'ai une expertise là depuis maintenant plus de 4 ans, qui est l'expertise dans le textile personnalisé B2B. Et donc, du coup, j'ai monté une boîte, ça s'appelait La Piscine. Rien à voir avec les piscines, c'est juste que je trouvais le nom cool. Et là, c'est le grand bain directement pour pas faire de mauvais jeu de mots. J'ai monté avec mon associé une usine directement. Donc mon associé, c'était mon meilleur client de l'époque, qui voulait du coup se barrer et en fait reprendre la main sur sa production. Et je dis, mec, si tu veux avoir la main sur ta production, pourquoi on monte pas une usine ensemble? Et on devient du coup une usine qui est spécialisé dans l'impression sur textile personnalisé, en B2B, pour les marques, pour les revendeurs, etc. Et il m'a dit bingo. Et là, moi, tu vois, j'avais coffré pas mal de thunes, lui aussi. Et je crois qu'on met un peu plus de 50 000 euros sur la table à l'époque. Donc là, on est en 2014, j'ai 26 ans. Et on achète nos premières machines et d'entrée on prend 2 salariés. C'est-à-dire que d'entrée on se met en full risque, quoi, tu vois. Mais tu vois, parce que j'avais confiance dans ma capacité à développer commercialement la boîte, quoi. T'étais sûr de la direction que tu allais, vu que de toute façon tu l'avais déjà fait avec d'autres boîtes? J'avais aucun doute. Et là, du coup, c'est la deuxième partie de ma vie, qui est le début de l'entrepreneuriat. Et du coup, c'est là qu'il y a eu La Piscine. Je me suis très vite fait un nom sur ce marché du textile. Et c'est pour ça qu'après, il y a d'autres opportunités qui me sont venues. Et si tu veux, on y reviendra. Enfin, si vous voulez, on y reviendra après. Il y a eu plusieurs opportunités de monter d'autres boîtes sur d'autres verticales. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui s'est passé dans cette deuxième étape de ta vie ? Il y a la première étape, c'est le lancement. Donc là, on achète, je sais plus si c'est 2 ou 3 bécanes directes. On prend 2 salariés. Et là, à ce moment-là, on est dans le garage, parce qu'il y avait un grand garage de mon associé. On fout les bécanes et là, on lance la machine, quoi. On lance le business. Donc bien sûr, le premier client de la boîte, c'est la marque de mon associé. Et tout de suite, moi, j'ai mon carnet d'adresses et j'apporte un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un 10e client. Et en fait, très vite, au bout de 3-4 mois, c'est trop petit parce qu'il faut qu'on rachète d'autres machines, qu'on réembauche. Et donc là, on prend un premier local. Donc là, ça va être la deuxième étape. C'est-à-dire que, grosso modo, si tu veux le séparer, le premier, c'est très vite trouver l'attraction. Donc ça a été très vite, ça a pris quelques mois. Là, après, on rentre dans la phase du coup d'accélération. Donc on prend un plus grand atelier. On prend directement 5 salariés pour en fait chaque étape du processus de prod. Et on prend même très vite un chef d'atelier. Tu vois, donc là, c'est la deuxième étape, c'est la phase du coup d'accélération. Et si je prends du coup une troisième étape, et c'est là en fait où il y a du bien et du très pas bien. C'est que là maintenant, on arrive dans la phase, alors on va pas appeler ça du scaling, parce qu'on est dans le monde de l'industrie, du B2B, c'est pas de la tech. Mais là, on est dans plutôt le mode full accélération. Et là, on se dit, mais on double chaque année, parce qu'on fait premier bilan, c'était sur 5-6 mois, c'était un bilan court, on fait, je crois, 600 000 euros. Deuxième bilan, on fait 1,2 million. Troisième bilan, on fait 2,5 millions, etc. Donc vraiment, on était sur une croissance assez, alors on va pas dire exponentielle, mais qui était quand même énorme, qui était à 3 chiffres chaque année, donc qui était pas mal. Troisième et dernière étape de La Piscine, c'est que j'ai voulu grossir trop vite, à toute vitesse, alors qu'en plus, moi, je n'avais pas les compétences pour grossir à ce point. C'est-à-dire, je n'avais pas les compétences en matière de gestion financière, d'optimisation. Tu vois, j'avais une usine, mais j'y étais jamais. C'est même pas moi qui la gérais. J'aurais dû beaucoup plus mettre les mains dans le cambouis, mais je l'ai fait sûrement à ce moment-là, peut-être par flemme, par manque d'envie. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de vendre. Pour moi, l'usine, c'était juste un outil, c'était pas une passion. Au contraire, franchement, avoir une usine, de mon point de vue, c'est l'enfer. Tu vois, c'est quand même énormément de problématiques à régler et à gérer que je n'avais pas envie de faire. Le 4e bilan sort. Là, pour une fois, on n'est pas à l'équilibre. On est
pas rentable, mais du tout. J'ai pas réussi à relever la barre et j'ai dû liquider cette boîte. La liquidation judiciaire, c'est quoi? C'est tu te mets en cessation de paiement, c'est du licenciement économique. Donc là, c'est pas cool du tout, hein, le jour du licenciement économique, c'est que tu es là et en face de toi, tu reçois 30 personnes tous les quarts d'heure, tu leur donnes leur petit papier, tu leur dis qu'ils sont virés et qu'ils sont au chômage, quoi. Donc moi, j'étais serein sur mon avenir, je savais que ça allait le faire. Mais tu vois, des gens qui sont à l'usine, etc. On avait mis l'usine à la campagne, etc. C'est pas le même gâteau, quoi. Donc, franchement, je pense que c'est l'une des pires journées de ma vie. J'ai eu hyper honte ce jour-là et j'étais hyper gêné de dire que c'était ma faute, en fait, tu vois. Parce que, en fait, à un moment donné, tu peux dire la conjoncture. J'aurais même pu leur foutre ça dessus. Ah, vous n'avez pas produit assez vite ou quoi, mais non. La vérité, c'est que c'était 100%, mais même à 1000% ma faute. Mais au moins, ça a été tellement violent que je l'ai appris à mes dépens et aujourd'hui, je le répète toujours, mais on m'y reprendra plus. Et du coup, à ce moment-là, tu avais peut-être des dettes envers certaines personnes. Comment tu as fait pour tout payer et repartir de zéro pour ton avenir? Déjà, tu as des dettes auprès de l'État. Tu peux avoir des dettes de TVA, URSSAF, etc. Donc là, c'est à l'État de juger si tu as vraiment fait une véritable faute de gestion, une faute grave de gestion. Et là, alors, tu n'es pas condamné à payer, mais tu peux être condamné à ne plus avoir le droit de gérer une boîte, etc. Heureusement, ça n'a pas été mon cas. Mais par contre, ça te colle quand même au cul. Moi, j'ai quand même l'étiquette auprès des banques, auprès de certains organismes, d'un mec qui a liquidé une boîte. C'est quand même quelque chose qui te suit et qui peut surtout à court moyen terme, qui peut te barrer la route si tu n'arrives pas à reprouver derrière que tu es capable de bien runner une boîte et cette fois de bien la gérer, de créer une boîte qui crée de la valeur, de la rentabilité, du résultat net, etc. La deuxième chose, c'est que tu peux avoir des dettes du coup auprès des banques. C'était en 2019 que j'ai liquidé la boîte. En 2023, je rembourse encore. Tous les mois, j'ai un virement de 500 € net qui part de mon compte pour rembourser la banque à qui je devais cet argent. Donc ça, tu vois, il faut s'en rendre compte. La troisième chose, moi à la fin pour sauver la boîte, j'ai emprunté de l'argent à ma famille. J'ai emprunté 100 000 €. Ces 100 000 €, par contre, là c'était la famille. Là, du coup, j'ai fini de rembourser il y a maintenant 8 mois. Mais pareil, pendant 3 ans, là c'était 1 500 € qui partaient de mon compte tous les mois pour rembourser à ma famille. Ce qui est normal, encore une fois. Mais du coup, pareil, ça, il faut s'en rendre compte. Et puis, c'est quand même une certaine gêne. Hein. Alors moi, j'ai de la chance d'être bien entouré, d'avoir une famille pour qui ça n'a jamais été un problème. Hein. On ne parle pas argent là-dessus, etc. et tout. Mais quand même, tu vois, en plus, c'était ma belle famille pour la petite histoire. Donc la famille de ma femme, qui m'a bien aidé là-dessus parce que ces 100 000 € quand même, ils m'ont, je pense, du coup, empêché d'être grave dans la merde. C'est-à-dire, je l'ai été, ça a été chiant, mais ça aurait pu être encore pire. Et ensuite, la dernière étape, c'est ce que tu dois à tes fournisseurs, à tes prestataires. J'ai réussi quand même à rembourser la plupart. Il y en a notamment un à qui j'avais laissé une énorme dette. Bon, franchement, je peux le dire, c'était Thibaut Katanga, du coup, etc. Ça a été très douloureux à ce moment-là parce que franchement, on va pas se mentir, c'est une crasse, tu vois. On peut pas dire le contraire. Je peux pas me cacher derrière quelque chose là-dessus. On n'est pas passé de pote à ennemi, mais presque, et je peux pas lui en vouloir. Donc là, et il a été sympa, il m'a donné un échéancier. J'étais, pour le coup, moi, pas obligé légalement, mais j'étais obligé moralement parce que franchement, sinon je pourrais aujourd'hui pas me regarder dans une glace. Et du coup, pareil, il m'a donné un échéancier et, sur 2-3 ans, j'ai réussi à lui rembourser ce que je lui devais. Ça a été long et pénible. Le jeu, il en vaut pas la chandelle, quoi. Tu vois, c'est 5 ans de grosse fame que j'ai eu à être un peu le mec qui montait grave sur le marché, etc. Ça valait pas ces 2-3 ans d'emmerdement et de street cred à recréer que j'ai pu avoir derrière, quoi. Pendant tout ce lancement justement au niveau de la piscine, on sentait vraiment plus le côté entrepreneur que le côté justement gestionnaire. Et du coup, j'ai vraiment cette impression qu'on a qui t'a manqué un peu. Tu as été très fort pour lancer un truc, mais tu n'as pas été fort pour le pérenniser à ce moment-là pour cette expérience. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, déjà, ce côté un peu plus équilibré, est-ce que tu as travaillé un peu sur ce côté gestionnaire, toi, ou est-ce que du coup, tu t'es peut-être associé du coup avec quelqu'un qui était plus gestionnaire qu'entrepreneur? Explique-nous un peu peut-être tout ça. Yes, alors clairement, aujourd'hui, j'ai carrément changé là-dessus, donc j'ai beaucoup appris maintenant ces 4 dernières années, etc. Là où j'ai eu une énorme chance en termes de timing, c'est que au moment où je liquide la piscine, donc on est à l'été 2019, je remonte un peu sur ses cendres une autre boîte qui s'appelle Capsule. La proposition de valeur de Capsule, en fait, c'est que du coup on crée des collections textiles graphiques. Donc on est très vraiment dans le t-shirt à message, illustration, t-shirt, sweat, débardeur, casquette, bonnet, tote bag, on va tout faire. Mais avec un principe, c'est que toujours le même métier, c'est qu'on va du coup l'imprimer en France, même si c'est du
textile made in Asie. Tu vois, ce textile-là, il vient d'Asie, mais il a été brodé en France. Ce qui fait qu'on peut faire des plus petites quantités et très rapidement. En fait, Capsule, c'est un peu le challenge qui arrive en fait au bon moment pour me prouver que je suis pas une merde et surtout pour apprendre de mes erreurs et ne pas les refaire. Et du coup, il y a 3 opportunités qui me sont arrivées. La première, la plus belle, c'est Kimono. Parce qu'en fait, à ce moment-là, rapidement la genèse, Olivier Ramel et The Family veulent monter Kimono pour devenir un acteur prépondérant de la culture d'entreprise. La première brique, c'est le textile pour faire rayonner la culture d'une boîte. Et du coup, Olivier, qui me connaissait vaguement de par son frère, est venu me chercher pour qu'on s'associe ensemble sur ce business-là. Donc du coup, il y a eu Kimono avec, je pense, voilà, tout le succès qu'on connaît. Si vous voulez, on y reviendra, etc. Si vous avez des questions là-dessus. Il y a eu Aroc. Aroc, là, du coup, c'est un département de sourcing, toujours encore une fois dans le textile, mais là pour faire du made in Europe et made in Asie. Peut-être préciser ce que c'est que du sourcing. Du sourcing, c'est en fait aller trouver le bon produit, le bon fournisseur sur tel ou tel produit, service, technique de marquage, etc. Et la petite dernière, c'est Kermesse. Et Kermesse, en fait, c'était un School Touch Bis, un kimono des étudiants. Parce que pareil, je m'étais juré de plus jamais y revenir parce que le monde étudiant, c'est quand même casse-couille, etc. Mais à un moment donné, je me suis dit quand même, putain, avec School Touch, on était monté haut. J'ai envie de venir reprendre un peu ma part du gâteau là-dessus. Et en fait, je me suis associé sur Kermesse avec un concurrent, un petit concurrent qui était un jeune là-dessus. Et du coup, on a monté ça avec ce jeune-là et Olivier. Et on a monté Kermesse. Et aujourd'hui, Kermesse, je crois que ça va faire plus de 3 millions d'euros cette année. Donc pareil, c'est un énorme succès. On est leader sur le marché de l'étudiant, etc. Mais toujours dans le textile personnalisé. Aujourd'hui, quand je me présente comme un entrepreneur qui a monté plusieurs boîtes, mais dont 6 qui ont fait plus d'1 million d'euros dès la première année, quoi. Et puis la troisième partie de ma vie, c'est la création d'un startup studio depuis 1 an. Ça s'appelle La Chapelle. Un startup studio, très simplement, c'est quoi? On n'est pas un fonds d'investissement, on n'est pas un incubateur, on n'est pas un accélérateur. On se présente, nous, vraiment comme des cofondateurs, c'est-à-dire qu'on va créer des boîtes avec des CEO, CTO extérieurs avec qui on va vouloir combler des problèmes et du coup monter des boîtes pour les combler. Et nous, on va vraiment se placer en mode cofondateur minoritaire avec cette équipe fondatrice. Les idées souvent viendront de nous, mais nous, on va faire en sorte que vraiment ils se l'approprient, que ça devienne la leur. Et nous, on va vraiment être des vrais cofondateurs, c'est-à-dire on n'est pas des advisors, on n'est pas juste des mecs qui ouvront des portes, etc. On va être très opérationnel, encore une fois, sur 3 piliers. La partie produit, donc on va créer le produit avec eux. Sur la partie sales, évidemment, et là c'est même moi personnellement qui vais aller chercher pour eux, avec eux, les premières dizaines de clients. Et bien sûr sur la création du premier socle de l'équipe, les 6-7 premières personnes. Et l'idée, c'est qu'on reste 1 an, 1 an et demi, 2 ans, jusqu'à ce que en fait, la boîte puisse être autonome. Donc souvent, c'est parce qu'elle va pouvoir s'autofinancer ou qu'elle va pouvoir du coup lever des fonds et du coup commencer à accélérer, faire gonfler les équipes. Toi, tu as été très très fort pour monter plusieurs boîtes. Et bien justement, on va aller voir un petit peu comment tu fais. Donc autrement dit, 2 problématiques. La première, c'est comment est-ce que tu vas sur le marché. Et la deuxième, c'est comment est-ce que tu fais pour scaler une fois que tu as trouvé ton marché, ton offre, ton positionnement. Comment tu fais pour passer de, je sais pas, 10 000 par mois à 100 000 au bout d'un certain temps? Le jour où j'ai voulu me relancer sur le monde étudiant, et du coup, en fait, c'était un peu la genèse de Kermesse. À ce moment-là, j'ai pas encore trouvé les associés pour le faire, j'ai pas encore déterminé le nom, mais le jour où je me suis dit c'est bon, je le fais. Dès le lendemain, qu'est-ce que j'ai fait? Liste des écoles de commerce, bim, je mets la liste. Je fais un deuxième onglet, liste des écoles d'ingé, bim, je fais la liste. Et après, liste par liste, je choisis un canal pour aller du coup démarcher ces gens-là. Là, je me dis toujours, je vais commencer par le BDE, parce qu'en fait, dans chaque école, il y a 50 assos, etc. On va commencer par le BDE. Et là, tu fais tes recherches. Alors aujourd'hui, à l'époque, j'aurais cherché sur Facebook. Aujourd'hui, là, j'étais plutôt en mode Instagram. Si j'étais sur un truc, une verticale plutôt B2B, j'irais chercher sur LinkedIn. Et là, en fait, je vais chercher le bon interlocuteur, ligne par ligne. Je le fais pour les 50 premiers, mais ça me prend la journée à faire ça. Donc en une journée, tu as déjà fait ta première liste avec une 50aine de personnes à démarcher. Dès la deuxième journée, là, du coup, tu fais un premier message. Un premier message où tu n'es pas en mode bourrin, tu n'es pas en mode vente, tu vois.
Je peux faire même un petit retour en arrière. Du coup, tu crées, on va dire, un premier draft d'offres. Bon, bah, là-dessus, c'est simple. On fait des suites, on fait des t-shirts, on fait des polos, on les imprime ou on les brode. Voilà, basta. J'ai pas besoin d'un catalogue qui fait 100 pages avec des milliers de produits. Ce qu'on a aujourd'hui. Mais en fait, pour lancer, tu as juste besoin de 5-6 produits. Mais toi, du côté fonctionnel, du côté opérationnel, pour l'instant, il n'y a rien qui remplace. Pour l'instant, tu n'as pas l'usine, pour l'instant. Donc, c'est quoi? C'est d'abord vraiment, je vais regarder. Et après, du coup, si j'ai un retour, c'est là où je me mets au charbon? C'est ça. Bah, après, encore une fois, voilà, dans un marché comme dans cet exemple-là, l'expertise métier, je l'ai déjà, donc j'ai pas besoin de la refaire. Le besoin, j'ai pas besoin de le vérifier, je sais qu'ils ont besoin. Moi, j'arrive avec une offre, j'arrive avec une base de données, j'arrive avec un premier message. Et en fait, je vais juste l'envoyer en le personnalisant un peu aux 50 premiers. Et sur les 50, forcément, tu vas bien en avoir au moins 5 ou 6 qui vont dire « Ah bah ouais, vas-y, là, on va avoir tel besoin, fais-moi un devis. » Donc en fait, dès la première semaine, normalement, tu as déjà fait une dizaine de devis. Et sur les 10 devis, tu vas au moins signer 2-3. Donc en fait, tu m'as compris, en fait, au bout de 8 jours, tu as déjà signé ta première commande. Ce système-là, qui est un système ultra simple, qui est à ce moment-là pas du tout automatisé, qui est full manuel, il est encore une fois simple. Toi, tu as une proposition de valeur, tu as une offre de produit, tu as une cible, donc du coup, tu vas la cibler, tu vas faire ta base de données, tu as un premier message et tu vas juste shooter tout le monde en fait. Comment est-ce que tu trouves une idée justement de ce que tu peux vendre? Par rapport à quels critères est-ce que tu vas te dire qu'une idée est bonne pour toi? Tu vois un problème, tu vois un trou et tu vas juste essayer de le combler. Plutôt que de dire tiens, ça pourrait le faire et je vais chercher le trou. Non, d'abord tu pars du trou et après tu essaies de le combler avec une offre. Plutôt que je crée une offre et du coup, tu sais, souvent son idée, son offre, les gens ils en sont tellement amoureux. Et même tellement amoureux qu'ils voient pas que en fait c'est une idée de merde. C'est un peu comme dans l'amour, tu vois. T'es tellement amoureux de la personne que tu vois pas que c'est un connard ou une connasse, quoi, tu vois. C'est un peu la même chose, quoi, tu vois. Je veux dire, le gars qui est ultra technique, qui du coup va se lancer dans un produit, dans une technicité, mais qui est juste pas possible, sans à aucun moment faire une étude de besoin. Qu'est-ce que tu répondrais du coup entre guillemets à cette personne-là Et tu vois, on va dire plusieurs idées, plusieurs problèmes qu'on voudrait combler, etc. Et on les travaille tous un peu, tu vois, on avance nos pions un peu à peu. Mais en fait, chaque produit, du coup, tu vois, on n'a pas encore mis des ingés ou des devs, etc. pour créer ces outils-là, etc. On les crée en interne avec Bubble, avec des outils no-code, etc. pour avoir un premier MVP qui a le mérite de fonctionner, mais ça on le crée en moins d'un mois. Et en fait, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller le proposer à 100 bêta-testeurs en mode gratos pour que eux viennent nous dire si du coup le produit est bon, on va les appeler, on va débugger avec eux, on va avoir des idées de nouvelles features avec eux, on va prioriser les features à créer avec eux. Et c'est qu'à ce moment-là où on se dira « Ah putain, il y a vraiment quelque chose à faire », déjà quand des gens seront prêts à payer pour ça, qu'on aura notre fameux PMF, Product Market Fit, et à ce moment-là, on commencera à investir, à prendre des développeurs en interne pour développer le produit et commencer à rentrer peu à peu dans une phase d'accélération. Toi, tu accompagnes les entreprises qui se lancent avec La Chapelle sur 3 piliers qui sont les équipes, le produit et les ventes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu déjà dans quel ordre est-ce que tu vas traiter ces problématiques et puis comment? Premièrement, ça va évidemment être le produit. Donc du coup, arriver à, on va dire, un premier MVP qui puisse être sortable, utilisable par des premiers bêta-testeurs. Ensuite, évidemment, ça va être la partie sales. Donc encore une fois, c'est le faire vraiment par étapes. Hein. Vraiment, déjà, au début de dire je veux 1000 clients, je sais pas, trouve déjà 10 bêta-testeurs avec qui tu vas faire vachement de user research avec eux pour débugger, co-construire le produit avec eux, comprendre leurs besoins et du coup amener les features qui vont combler ces besoins. Ensuite, les faire passer en payant, aller chercher du coup les premiers clients, 10 clients, 20 clients, 50 clients, 100 clients, etc. Et surtout les fidéliser, donc vraiment surdélivrer là-dessus, tout en parallèle, tu vois, en faisant encore une fois un pas en arrière et en revenant sur le produit, en améliorant le produit, en créant de nouvelles features, etc. Et puis le troisième pilier, c'est chemin faisant avec du coup l'argent qui commence à rentrer,
ou les financements que nous-mêmes on va débloquer, prendre une première personne, une deuxième personne. Au début, ça peut être des freelances, ensuite ça va être très vite être des personnes en CDI dans l'équipe, et du coup tu fais avancer ces 3 piliers-là pendant, encore une fois, 1 an et demi, 2 ans en moyenne, quoi. Toi, que penses-tu de déjà freelance, je dis un VS interne? Est-ce que tu penses qu'il y a des business où vraiment, du coup, on peut vraiment rester avec des freelances longtemps, ou est-ce que tu penses que quoi qu'il arrive dans n'importe quel business, à un moment, ces personnes-là, il va falloir les interner? Ouais, moi j'adore travailler avec des freelances au début. Pourquoi? Parce qu'en fait déjà un freelance, souvent, si tu le choisis bien, il est expert dans son domaine, alors que souvent, j'ai l'impression que c'est plus difficile de trouver le mec en CDI qui va être la perle rare, qui va être ce que tu vas vraiment rechercher. Après, ou pas, hein, moi c'est mon point de vue. Bien sûr, au début, le freelance c'est beaucoup plus flexible. Si ça va pas, tu peux en changer. Et puis ce que j'aime bien avec le freelance, c'est que quand même, tu parles avec un entrepreneur, tu vois, tout de même. Donc, j'ai l'impression que souvent le freelance, pour aller vite au début, il va plus vite comprendre ta problématique. Il va aller, du coup, encore une fois, plus vite là-dessus. Mais en fait, après, rien ne vaut une team, une équipe, et donc du coup des gens en interne. Très vite quand même, il faut avoir des gens qui font partie de l'équipe, encore une fois, qui ont l'ADN, qui vont porter le pull, l'équipement de le kimono de ta boîte, etc. Donc ouais, non, quand même très team CDI à moyen long terme. Mais moi, ce que j'ai un peu plus l'impression, c'est chez vous, c'est que, bon, d'accord, vous mettez des billes, etc., mais vraiment pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment aussi l'apport de connaissances et toutes ces choses en plus. Est-ce que toi, c'est ça que du coup que tu définis vraiment en startup studio? Ah mais en fait, clairement, un startup studio, c'est clairement ce qui est défini. Et en plus, moi, j'ai pas les moyens d'un VC. Nous, quand on monte une boîte, on va pas mettre 500 000 euros sur la table, etc. J'aimerais bien, on irait beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Et on attirerait beaucoup plus de futurs CEO, de grands talents là-dedans pour cofonder des boîtes avec nous. Donc nous, on met et du jus de cerveau et de l'huile de coude. C'est-à-dire, encore une fois, quand je te dis que pour l'instant, les 4 boîtes qu'on a déjà créées, les premières dizaines de clients, c'est moi qui ai été les chercher personnellement, tu vois. Donc c'est ça qu'on met, et ça j'estime que ça a de la valeur, et c'est ce qui fait que dans toutes ces boîtes, nous on va toujours prendre entre 25 et 35% départ, quoi, grosso modo. On a l'impression quand tu écoutes que de tes 20 à 30 ans, tu as déjà vécu 4 fois la vie d'une personne. Toutes ces connaissances que tu as acquises, que du coup tu as pu mettre en compétence, le fait de monter une usine, etc. Où est-ce que tu les as apprises? En fait, justement, sur le tas. Et c'est ça, en fait, je pense, qui fait la différence entre un bon entrepreneur et quelqu'un, alors je vais pas dire un mauvais entrepreneur, et quelqu'un qui n'est pas pour moi un entrepreneur. Justement, en fait, c'est que j'ai pas peur, et en fait, je fais et j'apprends tout en faisant. Et en fait, à un moment donné, c'est très bateau de dire ça, mais c'est toujours ceux qui font qui, à la fin, auront raison. Ça fait longtemps que je peux utiliser cette métaphore que je vais utiliser ici. Si tu es sur un bateau de pêche, si tu veux attraper du poisson, tu as beaucoup plus de chances en envoyant 10 cannes à pêche à la mer qu'en envoyant qu'une seule. Et moi, je suis ce genre de mec qui va envoyer 10 cannes à pêche. Peut-être que toutes les cannes à pêche ne vont pas marcher. Mais au moins, avec les 10, je suis sûr de pêcher au moins 2-3 poissons. Alors que le mec qui est là avec une seule canne à pêche et qui attend, peut-être que lui va attendre 3 plombes, pendant que moi, je suis en train de me faire frire un bon saumon, quoi, tu vois. Aujourd'hui, tu as 35 ans. Comment tu te vois quand tu auras 45 ans? Parce que moi, du coup, j'ai jamais eu de vision à long terme. Tu as un peu compris mon profil de base. Je suis un mec qui avait du coup des visions très court terme, voire moyen terme, mais quand même très court terme. Et c'est vrai que pour la première fois, avec La Chapelle, j'ai une vraie vision à 10 ans. Là, je me suis dit, fixer un objectif, c'est que en 10 ans, je veux qu'on monte 30 boîtes avec La Chapelle. Et donc, ma vision, alors c'est pas comment je me vois, mais ma vision, du coup, ce que je veux entreprendre pendant les 10 ans à venir, c'est du coup monter 30 boîtes, et j'espère que sur les 30 boîtes, du coup il y en aura un maximum qui seront ultra profitables, qui auront fait des séries A, séries B. J'espère que dans 10 ans, on aura déjà fait, je sais pas, peut-être 5-6 beaux exits, parce que c'est quand même un peu aussi le business model du startup studio. Donc ça, c'est un peu au niveau pro. J'espère dans 10 ans que j'aurai monté 2 ou 3 autres coworking comme la Villa Maria. J'espère que j'aurai monté un complexe de paddle. J'espère que j'aurai monté une école. J'ai plein de projets comme ça sur très long terme. Encore une fois, moi, pareil, c'est une phrase ultra bateau de se dire rien n'est impossible, tu peux tout faire, etc. Mais c'est un peu mon mantra de vie en fait. Quand j'ai envie de quelque chose, je pèse toujours le pour et le contre. Aujourd'hui, si j'avais les moyens, le complexe de paddle, ça fait longtemps que je l'aurais monté, parce que j'aurais mis une équipe en place pour chercher le lieu, pour monter le truc. Ça demande d'énormes financements, donc il faut arriver avec un gros apport. Aujourd'hui, si je le fais pas, c'est simplement financier. Mais si j'avais les finances, j'aurais aucun problème à mettre 100 000 euros sur la table et monter
monter un complexe de paddle. Si demain j'avais, pareil, si j'avais les finances, j'achèterais le Bordeaux entier pour monter d'autres espaces de coworking à thème, etc. En fait, moi, si tu as un peu compris le mantra, c'est que tant qu'on le peut, je voudrais créer à l'infini en fait. Là, dans notre audience, il y en a qui commencent à lancer leur entreprise en ce moment même. Qu'est-ce que tu leur conseillerais, qu'est-ce que tu leur lancerais comme défi, un défi qui soit applicable tout de suite pour pas qu'ils se foirent pendant leur lancement? Un défi simple, mettre en place, mais de manière très simplifiée, la méthode des OKR, la méthode des objectifs and key results. Et donc là, de dire, objectif 1, c'est toujours un objectif de sales. Combien tu veux faire sur ce premier trimestre? C'est une bêtise. 30 000, je veux faire 30 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, du coup, tu vas avoir tous tes key results, donc tous tes résultats clés qui vont être liés à cet objectif. Donc en fait, des résultats clés, ils doivent être chiffrables, mesurables. Comme ça, tu peux les tracer en hebdomadaire. Et en gros, le résultat de ces résultats clés, c'est est-ce que j'ai atteint mon objectif? Donc reprenons l'exemple. Je veux faire 30 000 euros de chiffre d'affaires sur ce premier trimestre. Tu estimes que tu as un panier moyen à 5 000 euros. Bon, du coup, il va falloir aller chercher 6 clients sur ce trimestre. Ça fait un client tous les 15 jours. Qui résulte de, pour choper un client tous les 15 jours, il faut que je démarche par exemple 50 entrepreneurs. Donc du coup, 50 x 6. Donc je dois créer une base de données de, je sais pas, de 600 personnes. Je dois contacter ces 600 personnes. Je dois obtenir X rendez-vous. Je dois faire X devis et je dois en closer tel pourcentage. Et en fait, quand tu as ces 5-6 résultats clés-là que tu vas suivre, après, quand tu les regardes de manière hebdomadaire, du coup, tu peux pas te raconter de salade. C'est soit tu es dans les clous, soit tu es dans les choux, tu vois. Et ça rime en plus. Et donc, du coup, si tu es dans les choux, du coup, regarde ta semaine et pareil, sois hyper honnête avec toi-même. Le sales, là, c'est ton OKR numéro 1. Est-ce que tu as passé 1 heure dans la semaine, 2 heures dans la semaine, 5 heures dans la semaine? Je vais te donner un indice, si tu as passé moins de 25 heures dans la semaine, c'est que tu n'as pas compris en fait ce qu'il fallait faire. Donc du coup, reprends ton agenda sur la semaine à venir. Tu te fous que des blocs vraiment de sales. Tu n'es pas obligé d'appeler les gens au téléphone, hein. Ça peut être du mail, ça peut être du message, ça peut être du LinkedIn, de l'Instagram. Ça dépend du canal que tu as choisi. Mais en fait, c'est par l'action et le volume que forcément, c'est mathématique, ça devrait marcher. Et si ça ne marche pas malgré ça, soit tu es un commercial de merde, soit ton offre elle est à chier. Et du coup, il faut changer quoi. Aujourd'hui, du coup, dans la Startup Studio, est-ce que du coup vous cherchez des profils ou quoi que ce soit, quelque chose que tu pourrais dire à la caméra entre guillemets, du coup, je te laisse carte blanche. Les profils un peu de CEO qu'on va chercher, déjà, ça va être quand même des gens qui, encore une fois, qui sont des vrais entrepreneurs. Tu vois, les gens qui commencent un peu leur message par j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale ou j'ai toujours rêvé d'être entrepreneur. Non, tu vois, c'est pas ça. C'est t'es entrepreneur ou tu l'es pas. Donc, tu vois, ce genre de profil, des jeunes, tu vois, qui ont fait du dropshipping au lycée, qui ont monté leur marque de t-shirt foireuse, qui ont organisé des événements, qui ont essayé de lancer des petits MVP qui n'ont pas marché, etc. Tu vois, des gens qui ont essayé, ça va vraiment être le type de profil que nous, on va rechercher. Des first-time entrepreneurs, malheureusement, par expérience, franchement, il faut avoir un vrai coup de bol pour tomber sur la pépite et nous, on va pas trop chercher ce genre de profil. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous allez retrouver sur notre site internet esprientrepreneur.fr un résumé détaillé écrit de cette interview dans lequel vous allez retrouver tout ce qui a été évoqué, mais également des recherches et des détails supplémentaires à ce niveau-là. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Voilà, en tout cas avec Clément, on lit vraiment tous vos commentaires et ils nous sont vraiment très pertinents pour qu'on puisse vraiment évoluer sur la chaîne. On vous remercie. Merci en tout cas du coup Hugo de nous avoir reçus chez toi aujourd'hui et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle édition d'Esprit Entrepreneur. À bientôt.